Moi, si je veux créer, moi, si je veux créer un projet, je dois d'abord l'identifier. Dans quel domaine? Dans l'agriculture, mine, euh, construction de maisons. Il faut d'abord identifier les projets. Une fois que vous avez identifié les projets, vous devez faire la conception de ces projets. Donc, je vous cite, d'abord identifier les projets, vous écrivez, faire la conception du projet et puis formaliser le projet. Vous formalisez les projets et puis vous créez, vous faites la faisabilité, c'est-à-dire une étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité, vous allez le faire une fois que vous avez identifié le projet, vous avez fait la conception du projet. Alors là, vous faites l'étude de faisabilité du projet. Et après avoir fait l'étude de faisabilité du projet, vous faites alors le business plan. Le business plan qui vous permettra d'évaluer les problèmes techniques et administratifs. C'est-à-dire, vous avez technique et puis financier. Après avoir effectué le business plan, parce que nous savons tous qu'avec le business plan, on peut trouver un financement. On dit souvent qu'après le business plan, nous allons à la recherche du financement du projet. Et une fois qu'on a trouvé du financement, on passe alors à la dernière étape, à la réalisation du projet. Bon, on commence d'abord par le premier sujet, ça sera l'identification. Vous avez décidé de créer un projet et vous devez être capable de créer une équipe. Vous devez être capable d'avoir des gens qui peuvent vous critiquer, non seulement vous critiquer, vous donner des idées par rapport à l'idée que vous avez. Souvent, nous disons que voilà, je veux créer un projet et qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je vais, par exemple, créer une salle de cinéma en Europe. Est-ce que c'est possible? Je donne un exemple. Vous voulez créer une salle de cinéma en Europe. Vous avez une idée, c'est-à-dire vous voulez identifier. Vous devez maintenant commencer à vous poser des questions. Est-ce que c'est possible de créer une salle de cinéma en Europe, à Bochum ou bien à Dortmund? Est-ce que c'est rentable? Qu'est-ce que moi je veux? C'est-à-dire vous créez la rentabilité. Et si j'obtiens de l'argent pour financer ce projet, est-ce qu'il y aura un retour au financement? Et vos réponses, les premières réponses que vous aurez, on va vous dire, pour créer une salle de cinéma, par exemple, à Bochum, à Dortmund, en Europe, ça sera pour vous un grand problème parce que vous avez besoin de financement. Mais ce financement ne sera pas rendu par rapport à ce que vous allez mettre en place. Il y a déjà Internet et souvent les gens ont Internet à la maison et ne peuvent pas aller dans votre cinéma à moins que vous donniez pour leur faciliter les films qui ne sont pas vus ici. Du moment où tout ce qui existe, et on a tout ici en Europe. Donc, c'est l'identification. Vous identifiez les projets et de là, vous savez si ce projet est rentable ou pas. Et après, vous vous posez la question, qui est le bénéficiaire du projet? Qui est le bénéficiaire à l'origine du projet? Souvent, nous faisons des erreurs. Nous avons une idée, nous avons identifié le projet et maintenant, nous nous sommes posé des questions. Qui est le bénéficiaire? Et nous nous posons la question, c'est qui le bénéficiaire? C'est qui le détenteur du projet? Et à la fin, vous allez voir que nous faisons beaucoup d'erreurs. L'identification, c'est la première étape du montage du projet. Elle permet de tester
votre idée et puis elle permet aussi de préciser le contour du financement et le contour du projet. Parce qu'après cette étape, vous êtes maintenant en mesure de répondre aux questions. Et plusieurs questions que vous répondez, des fois, ne vous permettent pas de réaliser ce projet. Je vous donne un exemple. Vous avez un projet, vous dites, est-ce que votre idée de projet bénéficie du soutien des habitants? J'ai donné un exemple, par exemple, de Kino, d'une salle de cinéma. Est-ce que créer une salle de cinéma est adapté dans la région ou bien dans le contexte du moment? Pardon. Quels sont les problèmes que vous allez résoudre et quels sont les problèmes que vous aurez une fois que vous créez une salle de cinéma? Les problèmes que vous aurez, c'est que les gens ne viendront pas dans cette salle de cinéma parce qu'ils ont Internet à la maison. Les problèmes que vous allez résoudre, c'est quoi? Vous n'allez pas résoudre les problèmes parce que les gens n'ont pas besoin d'aller dans une salle de cinéma en Europe parce que tous ces films, ils peuvent les voir à la maison. C'est pour cela qu'on dit, d'abord, il faut identifier ce projet. L'identification du projet, c'est vraiment la meilleure des choses. Et on dit souvent que les bénéficiaires du projet doivent être d'abord identifiés. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez besoin de créer un projet dans un hôpital, vous voulez que les infirmières, les médecins, vous voulez d'abord améliorer leur situation dans un hôpital. Est-ce que vous pouvez me dire, une fois que vous arrivez à réaliser ce projet, qui est les bénéficiaires? Vous allez tous me dire que les bénéficiaires sont les patients. Les patients. Alors que, en principe, les patients viennent en deuxième solution. Un moment. Qui sont-ils les bénéficiaires? Tout le monde me dira que les bénéficiaires sont les patients. Il s'agit des personnes concernées, les vraies personnes concernées et directement ou indirectement par les améliorations qu'amènera le projet, c'est le peuple. Mais en principe, ce sont les patients. Bon, de plus en plus, les projets de développement local où les bénéficiaires directs ou indirects des habitants nous demandent, on nous dit, oui, ça va? Ça va? Oui, ça va. Ça va. Bon, ça va. Voilà. Alors, l'objectif d'abord d'identifier le projet, je peux recommencer hein, pour Oui. ceux qui n'ont pas été là. C'est ça. Nous avons dit, pour créer un projet et développer un projet, il faut d'abord l'identifier. Vous identifiez le projet et vous faites la conception, c'est-à-dire la maquette. Qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon projet? Et je fais la maquette. Après avoir fait la maquette, vous formalisez votre projet. Il faut que votre projet ait une forme. Et une fois que vous avez la forme du projet, c'est à partir de là que vous commencez à faire une étude de faisabilité. Et l'étude de faisabilité, ça vous permet de faire un business plan. Souvent, si vous cherchez de l'argent pour financer un projet, les bailleurs de fonds ou bien des financeurs vous demandent le business plan. Parce qu'avec le business plan, vous pouvez avoir de l'argent même dans le pays. Les banques dans le pays demandent des business plans parce que c'est difficile de faire un business plan qui est vraiment bancable et bien ficelé. Et un business plan aujourd'hui ne coûte pas moins de 25 000 $.
ou 25 000 euros. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut identifier le projet, faire la conception, vous identifiez, vous faites la confection, vous formalisez et vous faites l'étude de faisabilité et enfin le business plan. Après le business plan, vous cherchez le financement. Pourquoi formaliser? Parce que souvent, lorsque vous n'avez pas fait une étude de faisabilité, les anglophones disent est-ce que vous avez une présentation du projet? Eux, ils disent project overview. C'est-à-dire, lorsqu'on a un projet overview, on envoie ça partout où on veut. Comme ça, la personne qui va financer le projet, la personne qui peut être intéressée à ce projet, a au moins une idée globale du projet. C'est à partir du projet formalisé, donc project overview. Et c'est de là où tout commence. Je vais vous donner une idée sur la différence entre porteur du projet et animateur du projet. Une question avant de... vous avez une question? Question, oui. Oui. Peut-être si vous pouvez nous expliquer un peu quand on parle de la maquette. C'est pas juste. Pardon? La maquette d'un projet. Oui, la maquette du projet, c'est la formalisation du projet. Comment faire une... Je vais vous expliquer ça en détail tout à l'heure, là. Okay. Mais formaliser un projet, c'est commencer par l'identification et puis la conception. Vous avez identifié un projet, vous avez fait la conception et vous écrivez en bas tout ce que vous voulez obtenir, c'est-à-dire votre objectif. Et après votre objectif, à la fin de la maquette, vous écrivez le résultat. Dans chaque project overview, on a l'identification, on a la conception, on a les objectifs et puis on a après le résultat. Mais ce n'est pas encore une étude de faisabilité. Donc, c'est ce qu'on appelle project overview, donc la formalisation du projet. Merci. Bon. Du coup, on a souvent une différence entre le porteur du projet et l'animateur du projet. Et on dit souvent que l'animateur du projet et les bénéficiaires du projet sont deux types différents. On appelle porteur du projet, c'est tout groupe de personnes qui se mobilisent collectivement pour initier et monter un projet. C'est-à-dire, moi, je peux être avec vous, on veut créer un projet quelque part, et avec ce projet, nous avons l'intention d'aider une population et nous aussi, nous voulons nous retrouver. Nous sommes des apporteurs du projet. C'est comme dans le business. C'est moi, je vous amène l'affaire. Et après, on va m'appeler apporteur d'affaires. Le porteur a la responsabilité technique et financière. C'est moi qui fais la conception du projet. J'ai la responsabilité de trouver de l'argent pour financer la bonne marche de ce projet. Bon, ça peut aussi être un groupe de gens qui se sont mis ensemble et ils veulent concrétiser en action un projet bien défini. Les techniciens qui viennent travailler dans ce projet ne sont pas les apporteurs d'affaires ou les porteurs du projet. Les techniciens sont à la charge du porteur de projet. Et les animateurs, un animateur n'est pas un bénéficiaire. Donc, un animateur doit se substituer du groupe parce que lui, on l'a appelé pour animer le projet. Mais ce n'est pas lui l'apporteur. Le technicien, c'est un agent de développement. Il est animateur ou il est consultant. Vous avez compris, hein? Yeah, ouais.
Donc, il y a une très grande différence. Donc, il y a d'abord le porteur, Il y a le porteur. l'animateur et le technicien. Voilà. Le technicien n'est pas un porteur du projet. Le technicien, lui, il vient justement pour aider, participer. Mais le porteur, c'est lui qui a l'idée. C'est lui qui a identifié les projets et qui a fait la conception. Bon, souvent, l'analyse des problèmes est un exercice. Et ça facilite aussi pour organiser l'animation et puis des problèmes techniques. Je vais vous donner un exemple d'un projet qu'on a fait. Et peut-être que j'aurai votre réaction. Et vous allez bien comprendre que, en tout cas, créer un projet, on dit souvent, je vais créer ce projet et puis passer à la réalisation. C'est bien facile que ça, mais lorsqu'on n'arrive pas à suivre les étapes, souvent on se perd. Je vous donne un exemple ici. Lorsque, pour chaque problème, je change, par exemple, le problème des ordures. Lorsque nous avons les ordures dans la rue, vous me suivez, hein? Oui, on vous suit. Lorsque nous avons les ordures dans la rue, on nous dit les habitants déversent les déchets dans les rues. C'est une cause. Souvent, les financiers tiennent compte des causes, mais ils tiennent compte aussi des conséquences. Mais pour le premier problème, lorsque les habitants jettent les ordures dans la rue, c'est une cause. Mais la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'il y aura prolifération des moustiques. Hein? Vous comprenez? Il y aura prolifération des moustiques et des mouches. Bon, la solution, c'est quoi? La solution, pour vous, c'est quoi? C'est ramasser les ordures. Oui. Vous avez compris? Oui. Mais qui est le bénéficiaire ici et qui est l'apporteur? C'est juste pour que vous compreniez un peu la différence entre bénéficiaire et... Oui. Est-ce que vous avez compris? Le bénéficiaire et l'apporteur. Donc, nous avons la cause ici. C'est la population, non? La population a jeté les ordures. Oui. Ça, c'est la cause. Oui. Les conséquences, il y a des mouches et des moustiques. Et ça sent mauvais. La solution, c'est quoi? La solution, il faut éradiquer. Il faut alors enlever tout ce qu'il y a comme déchets pour que la situation ne soit plus comme avant. Oui. Vous avez compris? Je vous donne encore un autre exemple. Et les bénéficiaires, c'est la population, non? Oui, les bénéficiaires, c'est la population. Mais l'apporteur, c'est qui? L'État? C'est l'État ou bien les sociétés privées qui gèrent les déchets. Bon, il y a encore un autre exemple. Vous savez, nous, on les appelle les formules intermédiaires, c'est-à-dire les pousse-pousseurs. Les pousse-pousseurs, quand ils viennent avec les déchets et ils ne sont pas payés, ils mettent ça dans les rues. Ils déversent ça dans les routes. Ça, c'est la cause. La conséquence, c'est quoi? Il y a les détériorations des conditions de vie. Parce que là où ils jettent les ordures, il y a la santé des gens qui seront à moule. Mais la solution, c'est quoi? Il faut essayer de voir avec le gouvernement et les services d'hygiène pour enlever ça. J'essaie un peu de vous donner ce départ-là pour que vous compreniez, hein, vous saisissez le pourquoi de la création du projet et pourquoi et quel est mon objectif et qu'est-ce que je veux gagner. Bon,
Nous avons aussi un problème. Nous habitons dans un point A. Nous habitons à Bokoum. Mais on nous dit qu'une fois que vous faites le ramassage, vous allez jeter ça. Le site pour jeter, c'est à Munich. C'est ça la cause. Mais les conséquences, c'est quoi? Vous aurez toujours des ordures parce que la distance s'est éloignée. Oui. La solution, c'est quoi? Il faut créer des décharges non loin de là où il y a des ordures. Et puis aménager, c'est ça la solution. Bon, ça c'est en premier lieu. Vous avez identifié et maintenant, vous allez attaquer les objectifs. Pour attaquer les objectifs, un objectif, c'est quoi? Un objectif, c'est un but qu'on poursuit pour obtenir une solution. Et c'est aussi un but qu'on souhaite atteindre par le projet. L'objectif global, c'est quoi dans un projet? L'objectif global, c'est l'amélioration globale de la situation à laquelle le projet contribue. Parce qu'un projet qui ne contribue pas à un objectif n'est pas un bon projet. Et il y a des projets spécifiques qui ont aussi des objectifs spécifiques. La qualité d'un bon objectif, d'un projet objectif, c'est ce qui amène à ce que les financeurs viennent rapidement avec l'argent. On peut aussi dire que c'est mesurable. Bon, quand le financeur vient avec de l'argent, il demande trois choses. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est mesurable? Ou c'est réaliste? Alors, vous êtes en mesure maintenant de répondre. Et vous allez répondre ça comment? Après avoir identifié les projets et puis planifier. Maintenant, nous allons construire une logique pour planifier notre projet. Au terme de l'identification de votre projet, nous savons que, par exemple, je dois mettre un projet à Bokoum. Je sors toujours de l'exemple de cinéma. On dit souvent mettre un projet à Bokoum pour le cinéma, mais on doit d'abord tenir compte de la démographie, de la situation géographique. Comme j'ai dit, la démographie, vous faites une salle de cinéma, est-ce que c'est rentable? Sur le plan géographique, est-ce que vraiment j'ai besoin de ça dans cet environnement? Qui va suivre? Qui viendra? Et quel est le profit? Parce que personne ne fait un projet pour un profit, que ce soit le profit de la population ou le profit de votre profit personnel. Parce que tout projet qui est constitué, ce sont des projets qui sont, par exemple, faits par rapport au profit que nous avons. On voit en Afrique, les gens constituent des projets par rapport à soi-même. Mais il y a aussi des projets qui sont constitués par rapport à la population. Les principaux ingrédients que vous aurez besoin pour conduire ce projet sont, d'abord, vous avez besoin d'une dose d'imagination et de créativité. Vous devez créer, vous devez imaginer pour avoir un bon projet. Et vous avez besoin de l'ouverture de l'esprit, parce que si vous n'écoutez pas les conseils, vous allez contre le mur et vous allez créer un projet qui sera, disons, dans quelques 10 mois. Je vous donne un exemple. On a voulu construire dans un pays africain, on a voulu construire une maison, alors que sous cette maison, il y a l'eau qui passait pour la rivière. Mais on n'a pas encore pris compte des circonstances environnementales qui sont liées à la réalisation de ce projet. Donc, avec l'ouverture d'esprit,
l'ouverture d'imagination, et puis on est à l'écoute des gens, des conseils, on fait une analyse, on va constater qu'on ne peut pas construire. C'est pour cela qu'il y a toujours, par exemple, dans le domaine de l'immobilier, il y a toujours dans la planification le plan de masse. Le plan de masse, c'est quoi? Que ce soit le plan de masse environnemental qui étudie les données géographiques ou bien géographiques ou bien environnemental du projet. Le plan de masse, c'est un plan qui identifie la réalisation du projet. Et c'est important dans toutes sortes de projets. Il faut toujours faire un plan de masse, que ce soit environnemental ou bien immobilier. Et la deuxième des choses, il faut toujours croire en vous. Parce que lorsque vous créez un projet, vous devez croire à ce que vous faites. Et vous devez avoir une vision. Parce que si vous n'avez pas de vision, vous ne saurez pas là où vous allez. Vous allez vous arrêter en fin de compte, même si vous n'avez pas. Parce que si vous avez une vision, même en n'ayant pas d'argent, vous pouvez expliquer aux gens, voilà, j'ai une vision pour aboutir à ça. Et sur cette vision, il y a quelques questions à vous poser. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je veux faire? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que j'attends de ce projet? Et qu'est-ce que les autres attendent de ce projet? Et il y a encore une autre question qui s'appelle pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais ce projet? Est-ce que je ne me trompe pas? Et une fois que vous répondez à ces questions, et vous aurez la réponse. Et après avoir eu la réponse, vous allez maintenant commencer à avancer dans vos objectifs. Ça sera un peu long avec vos objectifs, mais vous avez déjà eu la réponse à vos projets. Je vous dis que moi, j'avais un projet. J'avais un projet à Annaba, en Algérie. J'ai travaillé dans une société allemande. Et nous sommes partis là-bas. Le maire avait dit qu'ici, chez nous, nous, on jette les déchets dans l'eau. Moi, je leur ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une collecte des déchets? Comme ça, on fait un projet, nous allons collecter vos déchets et puis amener ça dans la décharge. Ils disent non, nous, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de projets. Moi, je dis non, il faut faire la conception du projet. Nous allons vous trouver des matériels, vous n'aurez plus de problèmes. Non, parce que nous, ici, on meurt souvent avec la malaria. Moi, je leur ai dit, écoutez, tous ces déchets que vous jetez, ce sont des causes. Mais les conséquences, c'est que la malaria que vous avez, ça vient des déchets. Comment? Parce que cette eau-là que vous jetez dans l'eau, cette eau est traitée. Et lorsqu'il n'est pas traité, vous avez alors des amibes dans l'eau et vous souffrez souvent de malaria. Le maire a accepté. Il a dit, bon, faites-nous un projet. Je leur ai dit, non, nous, on ne peut pas vous faire un projet. C'est vous qui devez faire, vous identifier vos problèmes et formaliser. Et nous, on viendra faire une étude par rapport à vos problèmes. Bon. Il m'a encore posé une question. Nous, on veut rassembler la population. Par quoi? On doit faire une fête. Je lui pose la question, pourquoi est-ce que vous voulez faire une fête? Pour rassembler les gens. Et aujourd'hui, je vous dis, on avait organisé avec, là, je travaillais dans un bureau d'études allemand. On avait créé un centre de collecte. On avait amené les camions pour collecter. On avait fait des projets. Et dans cette ville, Annaba, en Algérie, si vous voyez, il y a même dans une petite rue, il y a mon nom. Le maire a fait ça exprès. Parce que d'abord, il n'a pas cru à ce projet. Et lorsqu'on lui a expliqué qu'il faut faire ça et ça et ça, et à la fin, il a dit, voilà, on doit mettre votre nom sur cette rue.
Parce que c'est très important de commencer dès le départ et arriver à traiter le problème. Donc, commencer par les causes, les conséquences et puis les objectifs. Je vais vous dire que au Mali, pour participer au développement des pays du Sud, pour la solidarité, on avait besoin de monter une activité de soutien scolaire dans un village. Et j'ai eu le maire adjoint qui voulait monter son propre affaire. Et pour monter cette affaire, il avait des idées, mais il ne savait pas comment avancer. Je lui ai dit, il faut faire la fiche. C'est comme vous m'avez posé la question, comment formaliser? Il faut faire la fiche. Qu'est-ce que vous voulez faire? Au fait, l'identification d'un projet, c'est la base. C'est la base. C'est-à-dire, vous avez une idée en tête, vous dites, je dois faire ça et je veux obtenir ça. C'est comme je vous disais tout à l'heure, il faut d'abord avoir la cause, les conséquences et puis les résultats, les objectifs. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord une fiche sur les contacts, les coordonnées complètes, et puis on se pose la question, à quoi ça sert? Combien va coûter ce projet? Et qu'est-ce que nous, on va gagner? Qu'est-ce que vous allez gagner? Lui, il va gagner. Vous avez une question? Non, non. Question? Lui, il va gagner. Qu'est-ce qu'il va gagner? Il y aura la propriété et la population sera contente avec lui. Mais nous, qu'est-ce que nous allons gagner? Nous avons fait un travail et nous attendons qu'on nous paye. Si c'est humanitaire, on n'attend pas l'argent. Mais si c'est un travail de consulting qu'on a fait, on doit nous payer. Et c'est aussi le résultat. C'est pour ça, lorsqu'on fait la fiche et le business plan, on fait le côté technique et le côté financier. C'est quoi le projet? Combien ça coûte? Qu'est-ce que moi je vais gagner? Et les résultats. Je vous donne une fiche sur le plan d'action. Pour la confection ou commencer la confection d'un projet, là, je pense que vous devez écrire. Il faudra d'abord une idée claire, faire l'inventaire. Parce que si vous faites l'inventaire, par exemple, de l'eau tiède, c'est lui qui fait l'inventaire de l'eau tiède, il a dans sa tête de la personne qui a fait l'inventaire de l'eau chaude. Donc, c'est pareil. La présentation du projet, c'est, comme on dit, c'est l'idée mère, disons, c'est la carte de visite du projet, le Project Overview. Parce que une fois que le projet n'est pas bien présenté, même la personne ne va pas vous demander un business plan, ni une étude de faisabilité. Bien que le Project Overview est souvent bref, pas détaillé, mais avec des idées succinctes, vous allez voir que vous lisez. Souvent, nous, les Africains, nous n'aimons plus lire. Souvent, nous regardons les images. C'est pour cela les ingénieurs du moment ont commencé à mettre des images, à privilégier les images au lieu des écrits. Et souvent, on dit que c'est un projet d'audiovisuel. On a des images, des cartes, et ça parle d'elle-même. Même, vraiment, selon l'expérience que nous avons, expliquer un projet littérairement donne plus d'impact à la personne qui va financer ou bien à la personne qui va accepter votre projet
qui est de mettre des images. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, moi j'ai une question. Vous m'écoutez? Je ne vous entends pas. Vous ne m'écoutez pas, non? Pardon? Ça va ou ça ne va pas, non? Oui, nous sommes là, nous vous suivons très bien. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Comment ça va, mon ami? Ça va un peu chez vous, seulement je suis un peu, c'est les enfants qui me fatiguent un peu là. C'est pour cela que j'ai désactivé la caméra, pour ne pas vous déranger. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, je parle. Ok. Bon, en général... Tu ne m'écoutes pas. Pardon? Quelle est la différence entre l'étude de faisabilité et, comme vous avez dit, le business plan? L'étude de faisabilité, disons, c'est la formalisation, disons, c'est la présentation du projet, mais un peu élargie. Dans l'étude de faisabilité, il y a d'abord la présentation du projet, qu'on appelle Project Overview. Et puis, on étudie toutes les données possibles. Mais on n'entre pas dans les fonds, par exemple, du financement, de la rentabilité. Alors que dans l'étude de faisabilité, on étudie les problèmes, les spécificités du problème. Et on n'explique pas qu'est-ce que moi je vais gagner si je fais ça. Par exemple, pour faire une étude de faisabilité, je veux créer une salle de cinéma, par exemple, à Bokoum. Je vais faire la présentation. Voilà, sur cette rue, il y a autant d'enfants. Je veux faire une salle de cinéma par exemple, qui aura la capacité de 50 enfants. Et puis, je vais fixer le prix de 5 € par film. Et ça va me donner au moins par mois, j'aurai par exemple 200 €. J'ai fait une étude, voilà, c'est entre cette rue. Dans cette rue, il y a autant d'enfants. Il y a autant d'enfants qui n'ont pas de télévision. Il y a autant d'enfants qui ont des télévisions et Internet par-ci, par-là. Ça, c'est à peu près une petite étude qu'on peut faire sur ce petit projet. Mais dans le business plan, on met le tout, on étudie tous les problèmes négatifs et positifs. Dans un business plan, on voit même les désavantages de la réalisation de ce projet. Dans un business plan, on peut vous expliquer, avec ces 30 enfants-là, qui ont Internet à la maison, combien de personnes, combien des enfants peuvent vraiment venir dans votre salle de cinéma du moment où ce même film, il peut le regarder à la maison. Dans le business plan, on peut faire une étude technique. Par exemple, on vous dit quels sont les matériels que tu as besoin. Dans une salle de cinéma, j'ai besoin, par exemple, des appareils. Ça vous coûte autant. Quel sera le retour au financement du prix de cet appareil-là? Et les films, vous allez les louer ou bien les acheter? Donc, dans le business plan, on entre vraiment dans le fin fond. Ça, c'est le côté technique. Et dans le côté financier, on vous montre quelle est votre rentabilité, quels sont les bénéfices et vous allez perdre quel montant si vous faites ce projet. C'est-à-dire vous démontrez les avantages et les désavantages. Mais dans l'étude de faisabilité, vous faites seulement l'étude du projet sans pour autant entrer dans le vif, dans le fond technique et financier du projet. Et dans l'étude de faisabilité, parce que l'étude de faisabilité vous ouvre la porte au business plan. Puisque le business plan, on peut directement amener ça dans une banque. Et le banquier n'aura pas à voir les détails que vous avez donnés dans l'étude de faisabilité,
mais le banquier aura besoin des détails que vous donnez dans le business plan, qui, lui, est censé de donner des informations techniques et financières qui permettent ou bien qui permettront aux financiers de ne pas beaucoup réfléchir, de dire, voilà, ah là, il va perdre autant, il va gagner autant, et nous, on va gagner autant. Parce que les banquiers veulent aussi gagner. Mais ce sont des informations que, lorsque vous avez dans une étude de faisabilité, on ne peut pas voir. Et encore moins dans une présentation, puisque le project overview, c'est-à-dire la présentation du projet, ne constitue seulement qu'une feuille. C'est-à-dire c'est le résumé de l'identification et la formalisation. Donc, il y a l'identification du projet, la conception. Vous avez conçu un projet, c'est-à-dire tout ce que vous avez dans votre tête, vous mettez ça, vous faites une petite étude. Alors, le tout, vous avancez avec les données. Vous allez de gauche à droite, vous demandez qu'est-ce que je peux faire, ça peut me ramener combien? Là, c'est dans l'étude de faisabilité. Parce que dans l'étude de faisabilité, vous expliquez aussi, vous donnez aussi les desiderata du projet. Mais dans le business plan n'a pas besoin des détails que vous aurez besoin dans l'identification jusqu'à la conception. Le business plan, c'est au fait un résumé détaillé, mais de l'étude de faisabilité. Moi, j'avais une étude de faisabilité en Afrique pour le courant. Pour le courant dans une ville. On amène ça dans une banque en Afrique. La banque nous dit, mais écoutez, ça, nous, on peut financer parce que ces gens-là, lorsqu'ils auront, si on finance ce courant, ces gens-là viendront mettre l'argent chez nous et lorsqu'on calcule, on fait les calculs des taux et c'est nous qui allons au moins en bénéficier. Alors, c'est mieux de financer ce projet et obtenir au moins quelque... Mais il faudra un business plan. Parce qu'avec l'étude de faisabilité, qui ne présente que le résumé détaillé de Project Overview, on ne peut pas avancer. C'est pour ça que lorsqu'on lance un appel à projet, on demande aux gens de démontrer un business plan. Et souvent, surtout, on dit qu'un business plan doit être bancable, ficelé. Donc, bien bancable, ficelé. Non, d'abord ficelé et puis bancable. Pourquoi ficelé? Ficelé, c'est-à-dire, ça doit avoir vraiment tous les atouts de l'étude de faisabilité. On ne peut pas vous poser des questions puisque toutes les questions qu'on peut vous poser, qu'on pourrait vous poser, viendront seulement qu'à la banque. C'est-à-dire, on vous demande aussi d'être bancable. Pourquoi bancable? Parce que c'est un projet qu'on peut démontrer à la banque et la banque ne peut être en mesure que de financer. Donc, c'est ça au moins la différence. Et souvent, en Afrique, nous avons des projets. On a des tonnes de projets en Afrique qu'on reçoit de frères et sœurs, même des ministères. Hein. Ce sont des études de faisabilité, mais ce ne sont pas des business plans. Et c'est pour cela aussi qu'un business plan, à l'heure qu'il est, coûte pas moins de 25 000 €. Pourquoi? Parce que c'est d'abord la volonté et pas le manque de moyens, volonté et manque de temps. Donc, l'Africain aujourd'hui veut rapidement obtenir de l'argent, mais ne veut pas perdre son temps pour créer les moyens et possibilités pour obtenir cet argent. Voilà. Merci. Encore une question, comme ça. Question? Monsieur Diallo? Monsieur Diallo, vous avez des questions? Ton micro n'est pas ouvert. Ton micro.
C'est pas ouvert. Le micro. C'est pas ouvert. OK. Tu n'as pas de questions? Ah non, je voulais demander, par exemple, la conception du projet. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour, comment ça va? Ouais, ça va. Des lunettes aujourd'hui. Dans le cadre de la conception du projet, bon, j'avais parlé, c'est des idées, les idées qu'on a pour créer le projet, c'est ça la conception, non? Oui. Bon, le business, par exemple, quand on va par exemple à la banque, il faut présenter le plan de faisabilité, non? Oui. Mais le plan de faisabilité, qu'est-ce que ça doit contenir? Bon, il y a une grande différence, c'est comme je lui ai expliqué à M. Masakidi, l'étude de faisabilité englobe d'abord, c'est comme j'ai dit, pour avoir un projet, il faut d'abord identifier le projet. Vous identifiez et vous faites la conception du projet. Ça, c'est la deuxième des choses. Lorsque dans la conception du projet, vous savez maintenant ce que vous voulez. Voilà, j'ai fait la conception, j'ai une idée. Maintenant, vous allez en détail. Les détails vous permettent ou bien d'aller vite, vous faites une présentation du projet. La présentation du projet, c'est ce qu'on utilise souvent lorsqu'on n'a pas le temps. Bon, c'est ce que nous recevons aussi souvent des pays africains. On vous envoie la présentation du projet. On appelle ça Project Overview chez les pays anglophones. Chaque jour, on reçoit ça. Ah, est-ce que vous pouvez nous financer ce projet? Ah, est-ce que vous pouvez nous financer ce projet? Bon, ça, c'est la présentation du projet. Mais une fois que vous avez le Project Overview, la présentation du projet, vous voulez donner ça quelque part. Est-ce que vous pouvez trouver un financement pour ce projet? Regardez, j'ai la présentation. On vous demande, est-ce que vous avez une étude de faisabilité? Est-ce qu'une étude a déjà été faite pour ce projet? À l'intérieur de l'étude de faisabilité, il y a plusieurs choses qui sont à l'intérieur. En dehors, d'abord, vous avez identifié, le projet est là. Et puis après, vous avez fait la conception du projet. On a choisi un exemple, disons pas banal, mais clair. Hein? Si on peut, au fait, créer, construire une salle de cinéma dans une ville ici en Allemagne, est-ce que c'est rentable? Bon, moi j'ai un projet, mais dans l'étude de faisabilité, il faut que j'ai combien ça me coûte, quels sont les appareils que j'ai besoin, quels sont les films que j'ai besoin. Ça, ce sont les données techniques. De l'autre côté, on me dit, mais qui est le bénéficiaire du projet? Pourquoi je fais ça? Ce sont les enfants. Est-ce que les enfants ont besoin vraiment de ce projet? Après, vous allez voir, bon, la démographie. Est-ce que si je fais ça ici, c'est rentable? Enfin, qu'est-ce que je veux gagner? Ça, c'est l'étude de faisabilité. Bon, vous avez une étude qui vous permet maintenant de montrer aux gens, ah voilà, lui, si je lui donne cet argent-là, il va faire ça et ça peut réussir. Mais un banquier va vous dire, écoutez, une étude de faisabilité ne me suffit pas. Il faut un business plan, un plan de business. C'est-à-dire, quand est-ce que, en fin de compte, le banquier, lui, il s'intéresse à la fréquence. Comment est-ce que vous allez me rendre mon argent? Est-ce que pour moi, c'est rentable? Qu'est-ce que vous perdez? Quelle sera votre perte? Ou bien quelle sera ma perte si vous échouez? C'est pour cela, dans le business plan, on demande ce qu'on ne demande pas dans l'étude de faisabilité.
L'étude de faisabilité, elle est brève. C'est la continuité de la présentation du projet. Mais dans le business plan, on vous demande les données techniques, non seulement du projet, mais des équipements qui sont à l'intérieur. Vous utilisez quelle machine? Quelles sont les caméras que vous allez utiliser? Les caméras des Chinois ici en Europe, non, ça ne passe pas. Est-ce que ça coûte combien si vous utilisez les machines qui sont made in Germany? Ça vous coûte, vous avez acheté ça à combien? Quand est-ce que vous aurez les retours au financement? Parce que si vous achetez une caméra qui coûte 5 000 €, et vous avez besoin de 2 caméras dans une salle de cinéma, vous avez 10 000 € d'abord pour la machine, courant et tout. Ça, vous avez ça dans le business plan. Mais quand est-ce que le banquier s'intéresse au retour au financement? J'aurai mon argent quand? Vous allez gagner combien? Et dans combien de temps? Et les banquiers commencent à 1 an, 5 ans, 10 ans. Et après avoir évalué, c'est pour ça qu'on dit un business plan doit être bancable. C'est-à-dire, ça doit être ramené au niveau de l'étude d'une banque. Alors qu'une étude de faisabilité, vous ne faites qu'une étude, nous on appelle ça une étude de la rue. Vous dites, voilà, moi j'ai un champ. Il y a dans ce champ-là, moi je veux ravitailler les femmes avec l'huile de palme. Mais il n'y a qu'un seul arbre avec l'huile un palmier. Il y a un seul palmier. Mais vous voulez une machine, vous voulez par exemple 20 000 € pour acheter la machine qui transforme le noix de palme en huile de palme. La personne qui va vous donner de l'argent demande votre étude. Vous lui dites ça. Moi, je veux faire ça, je veux faire ça. Ça, c'est une étude que vous avez faite. Ah, les femmes vont faire ça. Ça se termine là. Mais la banque va vous demander plus. Va vous demander les données techniques. C'est quelle machine? Vous avez compris? C'est quelle machine? Combien coûte la machine? Et qu'est-ce que moi, je veux gagner comme banque? Quels sont mes risques? Tout ça, c'est dans le business plan, mais pas dans l'étude de faisabilité. Je peux dire que si je peux ajouter quelque chose, oui. La banque demande, disons, des chiffres. Oui. Et vous donnez les calculs vraiment, combien d'argent vous allez investir et ensuite combien d'argent vous aurez à la fin, s'il y a des risques, comment est-ce que vous allez combler ces risques? Voilà. Comment est-ce qu'on va gérer ça et, au cas où ça ne marche pas? Quel est le niveau de risque que moi j'ai? C'est pour ça qu'on dit un business plan doit toujours être bancable, mais bien ficelé. Et quand on dit que bien ficelé, c'est comme lorsqu'on dit il faut financer un projet. Souvent, les gens peuvent eux-mêmes financer des projets. Mais puisque les gens ne savent pas comment concevoir un projet, on va toujours dans la banque pour chercher de l'argent. Alors que lorsqu'on a vraiment une très bonne conception du projet, on a étudié comment est-ce que je peux faire pour obtenir de l'argent pour financer ça. Au lieu de demander à la banque, bon, qu'est-ce que je fais? On dit par exemple, l'autofinancement pour un projet part d'une évidence. Dans le business en général, on dit que votre premier financeur, c'est vous-même. Parce que la réglementation en la matière est plutôt souple pour les associations, mais pas pour les privés. On dit que vos ressources, si courtes, si petites qu'elles soient, peuvent aussi financer les projets. Mais vos idées peuvent couvrir le coût. Avec, disons, 10% d'argent, vous pouvez financer votre projet et la banque va vous ajouter
tout le reste. C'est souvent conseillé que d'aller demander un crédit de 80% à une banque parce que les retours au financement, quand vous avez un projet, c'est ça qui compte. Je vais vous donner un exemple d'un projet que nous avons dans un pays d'Afrique. Dans ce pays d'Afrique, ils ont besoin de 20 000 habitants, ils ont besoin du courant. Mais c'est une petite ville qui a une usine qui fabrique l'huile de palme. Et cette usine a besoin de 1 mégawatt courant pour faire tourner. Alors, pour utiliser le courant, cette usine a opté pour le biomasse. Pourquoi le biomasse? Ils ont opté pour le biomasse parce qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup de palmiers. Et cette usine utilise l'écorce de noix de palme pour produire de l'énergie. Et ils ont seulement besoin d'1 mégawatt pour faire fonctionner leur courant. Mais une société fait un business plan, dit, si nous, on vous donne du courant, est-ce que vous pouvez nous acheter notre courant, au lieu de vous donner 1 mégawatt, on vous donne 2 mégawatts. La personne qui fait ce business plan pour rentabiliser la production du courant, qui veut vendre 2 mégawatts, il dit qu'avec les noix de palme que je vais, moi, avec produire de l'énergie, avec mon équipement de biomasse, je vais vendre à la société et avec ce courant que je vends, la société me paye, mais je vends aussi de l'électricité que j'utilise pour cette société à la population. Donc, cette société a fait un business plan. Ils ont vu qu'ils peuvent gagner avec la même quantité que la société gagne, produit du courant. Eux peuvent à la fois produire pour la société, aussi pour la population. Donc, ils ont fait un business plan. Ils ont vu que c'est mieux de produire de l'électricité et vendre 1 mégawatt à ceux qui en ont besoin, mais avec la même quantité de produits qui seront utilisés en biomasse, je peux aussi produire et vendre mon électricité avec la population. Donc, au fait, le business plan nous permet au moins d'évaluer les coûts et puis de rentabiliser notre projet. C'est pour ça qu'on dit que c'est business. Donc, c'est l'affaire, au fait. Monsieur Diallo, je crois que vous êtes satisfait. Ça va, merci. Okay. Moi, j'ai encore une question. Oui. Ça va. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du durée d'un projet? La durée d'un projet, ça dépend toujours, c'est comme on dit, ça dépend toujours de l'identification. Donc, vous avez d'abord identifié votre projet et vous avez fait l'étude de faisabilité, pas le business plan. Vous pouvez avoir un projet, vous dites, moi, le mois prochain, je dois avoir une voiture. Vous avez identifié, mais qu'est-ce que vous allez faire pour avoir une voiture? Je dois épargner. Épargner. Mais lorsque vous faites la conception, vous avez identifié le projet. Je veux avoir une voiture. Mais lorsque vous faites la conception, vous avez épargné. Dans la conception, vous mettez les prix, vous mettez les conséquences. C'est-à-dire, quand j'épargne, je dois acheter l'abonnement pour utiliser, mais l'argent que j'épargne,
je fais les calculs, j'aurai besoin de combien pour acheter et dans combien de temps. Vous allez voir que dans un mois, vous ne pouvez pas acheter une voiture, mais vous aurez besoin au moins d'épargner pendant 4 ou 5 mois. Au fait, la durée du projet dépend de la durée que vous pensez réaliser votre projet par rapport au temps que vous mettez pour obtenir votre financement. Mais vous pouvez aussi dire, je peux avoir quelque chose dans 5 ans. Et c'est à partir de là, du premier jour de la conception, que vous commencez à calculer. Vous parlez de la durée du projet, que ça va prendre, ou bien le début du projet, le jour où vous allez commencer avec le projet? Non, non, la durée dans le sens de la réalisation. Ah, de la réalisation. Bon, souvent, pardon, la réalisation dépend souvent du financement. Vous pouvez dire que moi, je vais déjà réaliser mon projet dans 5 mois. Mais si dans 5 mois, vous n'avez pas de quoi à réaliser votre projet. Donc, il faut d'abord être sûr. C'est pour ça ici, je dis, avec un business plan bien ficelé, vous pouvez même obtenir du financement, même chez vous, même dans votre propre banque. Choufa ou pas choufa. Parce que si votre banque voit que vous avez la possibilité d'obtempérer, d'obtenir 60 fois l'argent que vous devez à vos gens, la banque vous finance pour que ça soit rapide et le reste, il finance votre projet parce que lui, la banque aussi fait des calculs, des études, des intérêts. Ici, on peut dire qu'il s'agit d'une étape de négociation et de... Oh, pardon. Et de... Souvent pour les pays africains. Les gens, ils veulent financer les projets en Afrique ou bien un pays en développement, mais je veux financer votre projet, mais je veux gagner doublement. Nous avons vu au Mali, les pays qui ne veulent pas quitter le Mali, mais qui savaient que ces gens-là, ces pays-là, ils bénéficiaient, par exemple, du Mali, et c'est pour cela qu'ils ne voulaient pas quitter le Mali. Maintenant, tout est connu. C'est parce qu'ils ont fait leur calcul. Quand je donne 20 millions, avec les ressources que je vais obtenir quelque part, j'aurai 60 milliards. Donc, c'est par rapport au financement, c'est par rapport à l'argent réel que vous aurez, que vous pouvez déterminer la réalisation, le temps de réalisation de votre projet. Monsieur Diallo, vous avez une question? Oui, je crois dans le problème que vous avez parlé là, je crois qu'on doit parler surtout de temps d'amortissement. Oui, le temps d'amortissement. Le temps d'amortissement est différent aussi du temps d'exécution du projet. Oui, parce que lui, il a parlé de temps de réalisation. Mais le projet, un projet normalement, oui. il est réalisé, il va à l'infini parce que tu le projettes dans l'infini, en cas où toutes les conditions sont réunies. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, il y a de nouveaux réinvestissements et l'entreprise grossit. Voilà. Pour que la banque te donne ou des choses, maintenant on parle du temps d'amortissement que tous les crédits tu les rembourses, que l'entreprise te revienne à chose ou revient aux actionnaires. Voilà. Moi, j'utilise le terme, au lieu de dire temps d'amortissement, j'utilise le retour à l'investissement. Ah, okay. Bon, le terme qu'on utilise maintenant,
Pour amortir un projet, donc retour à l'investissement. Ici, nous avons le temps justement de voir la mise en œuvre du projet ou la phase d'exécution. La phase d'exécution, il s'agit ici de la phase opérationnelle. C'est une phase qui doit aboutir à des résultats concrets et permettant d'atteindre des objectifs fixés. Lorsque vous avez des objectifs, vous avez fixé des objectifs, mais vous ne les avez pas atteints au fur et à mesure, sachez que votre projet n'est pas bon. Vous dites, je vais construire, par exemple, un centre culturel ou stade mini-foot, mais je veux gagner dans un centre culturel. Mais dans un centre culturel, est-ce que vous avez identifié? Est-ce que vous avez formalisé? Est-ce que vous savez ce que vous pouvez gagner? Qu'est-ce que vous mettez dans un centre culturel pour gagner de l'argent? Par rapport à un stade mini-foot, vous faites au moins, vous demandez aux gens de payer les entrées. Mais dans un centre culturel, vous n'avez pas demandé aux gens qui viendront là-bas pour jouer, les gens qui viendront là-bas pour assister, de venir payer. Et il y a aussi le suivi. Par exemple, dans chaque projet, s'il n'y a pas un suivi, si le suivi n'est pas pris en compte, vous voyez souvent que les projets n'arrivent pas à terme. Le financeur s'intéresse souvent au suivi et à la réalité du projet, puisqu'il demande toujours l'évaluation. Chaque fois, vous avez 3 à 6 mois, un financeur qui vous dit à quoi évaluez-vous votre projet dans 3 ans. S'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a personne, ou bien si un projet qui n'a pas eu un business plan bien structuré, vous ne serez pas en mesure de répondre aux financeurs que voilà, moi, dans 2 ou 3 ans, j'aurai cet objectif. Et c'est difficile pour nous, Africains, parce que moi, j'ai reçu l'argent pour financer mon projet. Vous venez, vous me demandez encore, dans 2 ans, j'aurai quoi? Souvent, les Africains ont difficile à expliquer l'évaluation de leur projet auprès des financeurs. Parce que le suivi n'est pas du tout bien. Et on ne s'intéresse pas souvent au suivi. Mais dans le terme de financement, le suivi et la rentabilité dans le cadre de financeurs est très important. Pour élaborer un business plan, on a besoin d'un budget prévisionnel. Souvent, les hommes d'affaires, les bailleurs de fonds, vous demandent aux États, vous voulez 100 milliards. Nous, on peut vous donner 100 milliards. Mais vous aurez en espèces ou bancable, c'est 70 milliards, mais vous devez nous montrer 30 milliards, c'est-à-dire 30%. Et nos pays, souvent, n'ont pas cette logique-là. Mais comment est-ce que moi, j'ai besoin de 100? Lui, il me dit, il me donne 100, mais 30 doivent venir de moi. Et souvent, on n'arrive pas à comprendre. Parce que le budget prévisionnel, ça doit refléter fidèlement l'analyse de vos besoins. Et souvent, on demande quelle est votre contrepartie. C'est pour cela que les pays africains disent souvent, je dois construire un immeuble, j'ai besoin de l'argent. On vous demande quelle est votre part, le prévisionnel. Et nous, on dit souvent, voilà, le terrain m'appartient. Et je fais l'évaluation du terrain, par exemple, à 30% de l'argent que j'ai besoin.
Et là, le financier dit, ah, OK, donc je n'ai pas acheté le terrain pour vous. Mais quel est le problème maintenant que nous avons, par exemple dans le domaine immobilier? Vous avez un projet pour créer 500 maisons. On vous demande votre budget professionnel. On vous demande qu'est-ce que vous avez. Vous devez participer aussi. On ne peut pas vous donner 100 milliards. On vous donne 100 milliards, mais vous-même, vous devez avoir 30 milliards. Et on a inventé quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Il faut maintenant viabiliser le terrain. C'est-à-dire, nous, on a un terrain, on vous dit, il faut bien viabiliser. Et le coût de viabilisation, ça coûte le 30% là. Et cet argent-là, ça va où? Cet argent-là va à l'État, pas aux services immobiliers. Ils vont effectuer la construction, mais l'argent de la viabilisation, au fait, c'est l'argent qui est prévu pour provisionner les 30% que souvent les bailleurs et les financiers nous demandent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non. Vous avez un terrain en Afrique maintenant, vous êtes financeur. Oui, je peux financer et je peux construire. Et on vous demande partout, on vous demande, il faut financer la viabilisation des sites. Et c'est ce qui est maintenant à la mode et c'est ce qui maintenant décourage beaucoup de financiers. Et c'est devenu maintenant partie monnaie courante dans plusieurs projets. Et bientôt même pour financer la réalisation des projets, j'ai appris qu'il y a eu un projet pour financer un port. On a demandé la viabilisation des sites. Mais comment est-ce qu'on va viabiliser dans le port là? On va viabiliser l'eau. Alors, on a quelques principes à retenir et ce sont des principes qui sont vraiment impératifs. Les recettes et les dépenses doivent toujours être présentées en colonne équilibrée. C'est-à-dire, lorsque vous faites un business plan, vous devez présenter les négatifs et les positifs, mais ça doit être équilibré. Bon, souvent, ça pose problème. Par exemple, moi, je peux vous dire, j'ai dépensé 50 000 pour l'achat des appareils, les transports et le personnel. J'ai reçu, je dois recevoir aussi autant. Donc, on doit équilibrer ça. Mais on dit aussi pour chaque dépense, ça doit être justifié. Mais pour justifier, il faut monter les factures. Pas des chiffres bidons. Et on ne doit pas montrer des partenaires fantaisistes parce que souvent, les bailleurs commencent maintenant à imposer. Pour vous financer un projet, on vous impose un partenaire. Vous voulez financer, vous voulez acheter quoi? Je vous finance de l'argent. Oui, de l'électricité. Bon, ça va. Nous, on va vous donner un groupe électrogène. On vous donne de l'argent. Mais avec cet argent-là, on vous impose d'acheter les groupes électrogènes auprès d'une société X. Et c'est ce qui fait défaut parce que nous avons un projet de construire 500 maisons dans 20 quartiers. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait la conception du projet, nous avons fait la formalisation, nous avons fait un business plan. On nous pose la question, quelle sera votre part de viabilisation? Ça, je vous parle de notre propre projet. Ce sont des constructeurs turcs. Et le même projet, on l'a fait au Sénégal. Et moi, j'ai voulu copier pour un projet chez nous. Le constructeur turc qui nous dit, voilà, moi, je veux financer autant. Mais en pays, on dit, voilà, il faut que vous avez, bon, ce terrain appartient à l'État, on cède à votre coopérative
Mais lorsqu'on vous demande, il faut que les financiers, les constructeurs doivent fiabiliser. Ah, mais quelqu'un qui veut me donner de l'argent pour que je puisse construire, je dois encore lui faire payer. Bon, nous on dit, écoutez, l'argent de viabilisation, c'est l'argent que nous avons acheté ce terrain. Alors que les États ne veulent pas vendre les terrains, on vous donne des terrains pour construire des maisons, mais l'argent de la viabilisation doit revenir à l'État. Bon, ça devient un problème parce que nous voulons maintenant, nous avons quelqu'un qui va nous financer la construction des maisons. Il va nous donner 70 millions. Par exemple, il nous donne 100 millions, mais il nous dit les 30 millions doivent venir de vous-même. Nous, on dit les 30 millions, c'est la viabilisation, c'est-à-dire payez-nous les 30 millions. Donc, au lieu de nous payer 70 millions, payez-nous 100 millions, mais les 30 millions-là ne nous reviennent pas, reviennent maintenant à l'État. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans le business plan, dans la construction de business plan, on dit souvent que le promoteur, comme on a dit au départ, les promoteurs, les propriétaires du projet doivent impérativement sécuriser leurs biens dans un MOU. C'est-à-dire, dans le business plan, lorsque vous avez un financeur, vous devez sécuriser vos biens. Dans le cas d'espèce, je vous donne un exemple. Dans le même projet-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, bon, aux constructeurs, aux financeurs, OK, vous allez nous financer et vous allez payer la viabilisation. Ils disent, non, nous, on ne paye pas la viabilisation, c'est vous. Nous, on dit, non, nous, le terrain, on a acheté ça. Et cet argent-là, c'est notre part. OK. Mais qu'est-ce que nous disons pour rentabiliser et égaliser notre part? Nous, on dit, écoutez, il faut quand même nous donner le marché pour l'achat des matériels comme sable, moellon, kailas. Alors, du moment où nous, les promoteurs, les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires, parce que le deuxième bénéficiaire, c'est la population qui va y habiter. Les premiers bénéficiaires, ce sont les apporteurs, les porteurs du projet. Du moment où nous avons ce marché, on va par exemple chez M. Diallo. M. Diallo, vous vendez combien une tonne de sable? Moi, je vends, M. Diallo nous dit, moi, je vends à 500. On va voir un autre monsieur, Masakidi, qui nous dit, moi, je vends à 300. On dit, M. Masakidi, vous nous vendez à 300, ça va. Mais on demande à M. Diallo quand même de nous faire sa facture, sa facture pro forma. Vous voyez? Donc, la différence entre la facture pro forma de M. Lis mon message, nous sommes dans une conférence. Nous sert maintenant. Lis d'abord mon message. Lis mon message. Pardon. Il y a un dérangement. Non, il y a quelqu'un qui parle là. Oui, c'est à nous. C'est une question? C'est une question. Tu as une question, Kaba? Non, il y a quelqu'un qui... C'est Kabamba. Kabamba, tu as une question? Non, je n'ai pas de question. Une question, je la poserai avant la fin. Je suis en train de suivre d'abord. Okay. Non, c'est mieux, il faut poser, comme ça on évalue. Hein. On continue. Ok, c'est bon. Messieurs, vous pouvez continuer, je vais poser. Ah oui, d'accord. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a maintenant la possibilité, comme on dit dans la confection du business plan, les apporteurs d'affaires ont les droits impérativement de couvrir leur part. Ça, c'est la loi. Mais souvent, moi, je vous ai donné un exemple que nous avons fait pour couvrir auprès des financiers. Parce que le financier, quelqu'un qui vient avec son argent, il a son argent, mais il faut aussi que
il faut laisser les garde-fous pour que vous ayez la possibilité. Parce qu'en fin de compte, il va vous demander, vous allez commencer à me payer quand? Vous devez être en mesure de leur dire, voilà, à partir de 3 ans, lorsque les locataires vont commencer à payer, on peut vous payer autant par mois. Mais on peut diminuer ça. Si on doit vous payer 5 000 par mois, on peut diminuer ça à 2 500. Lorsqu'on fait cette différence-là des achats des accessoires, c'est-à-dire par l'obtention d'un marché. Et selon la loi de la confection de business plan, on donne le droit aux porteurs d'affaires de négocier par un MOU l'acquisition des accessoires. Donc, c'est un peu la parenthèse que je voulais faire pour expliquer un peu le droit des porteurs d'affaires pour acquisitionner l'argent de manière à ce qu'ils se retrouvent. Parce qu'on se décourage souvent par des gens, des financeurs, lorsqu'ils disent « je vous amène de l'argent, mais vous devez nous commencer à payer autant ». Peut-être qu'on peut faire une petite pause par des questions. Ouais. Aussi c'est mieux pour qu'on puisse quand même respirer un peu. Ouais. Alors, M. Alexandre, vous avez une question? J'ai suivi M. Donali et puis je suis très content de son exposition. Je trouve que c'est bon. Je n'ai pas vraiment autant de questions, je peux le dire. Parce que ce que j'avais comme question était posé par M. Diallo. Donc, je pense que c'est bien. Moi, j'adore les questions de M. Diallo. Ouais. Mais quand il ne parle pas, c'est comme s'il est malade. Non, c'est son état de parler parce qu'il est douceur, il est poète. Donc, il pose. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une question. Oui. Vous avez dit que beaucoup de projets qui viennent de l'Afrique ne sont pas bien faits, dans le sens que souvent, il manque de business plan bien détaillé. Alors, c'est dû à quoi? Puisque c'est ce que j'avais dit. Hein. Ouais. C'est ce que j'avais dit. Bon, souvent en Afrique, ce sont les bureaux d'ingénieurs qui confectionnent les business plans. Mais chaque pays a un ministère de plan. Et dans ce ministère de plan, on a des gens qui sont, bon, à l'époque, hein, pour le moment, on prend n'importe qui dans plusieurs gouvernements. Vous savez, j'ai été au Mali à l'époque où Kadhafi vivait encore. Si vous partez au Mali, vous allez voir, il y a une cité là où il y a plusieurs membres du gouvernement. Je ne sais pas qui a déjà été au Mali. Moi, j'étais au Mali. Oui, vous avez le cité là où il y a le gouvernement. Les membres du gouvernement. C'était en quelle année? À l'époque de comment on a Amani Toumani Touré. Bon, je n'étais pas là à cette période. Je suis arrivé au Mali. Kadhafi a construit une cité là. Mais dans cette site-là, il y a plusieurs membres du gouvernement. Oui. On a le ministère de l'Environnement, plusieurs ministères qui sont à l'intérieur. C'était un ministère qui a été construit, mais vous savez, moi j'avais suivi les déclarations, les projets de la population malienne. Et en fin de compte, les membres du gouvernement ont compris que s'il faut faire un projet, il faut d'abord concevoir. Pourquoi? Parce que la population a vu qu'il y a trop d'embouteillages. Bon,
il y a trop d'embouteillages dans la ville, mais vous construisez les ministères, un site là où il y a plusieurs ministères dans un seul endroit. Vous ne voyez pas que chaque matin, à Bamako, les véhicules ne viendront que sur cette direction-là, parce que ça sera du sens unique. Alors que les gens de la ville, à Bamako, les ONG, ils ont dit qu'il faut décentraliser. Parce que lorsqu'on décentralise, les gens iront dans tous les sens et il y aura moins d'embouteillages. On a été là-bas et on a eu la chance de participer à une conférence. Nous, on était là pour les déchets. On était là pourquoi est-ce que les camions sont tout le temps freinés dans des embouteillages. Ils arrivent même à 8 h, 9 h, ils ne pouvaient même pas faire la collecte des déchets parce qu'il y avait trop de véhicules. Mais il y a une maman qui n'a pas été à l'école, qui passe à la télé, qui dit, lorsque vous faites un projet, il faut d'abord réfléchir et puis voir ce que vous faites, si c'est bien ou mauvais, pour aujourd'hui ou demain. Donc, le journaliste qui faisait la traduction a directement expliqué que, voilà, la dame parle de l'identification, la dame parle de la conception et de la suite de la faisabilité du projet. Mais la dame n'a pas été à l'école, mais elle a réfléchi. Donc, c'est pour dire que souvent, on a tendance à avoir peur à aborder les projets du moment où nous avons tout à la tête. Mais notre problème, c'est quoi? On ne les écrit pas. Les gens écrivent souvent, nos jeunes en Afrique, ils ont beaucoup de projets qu'ils ont écrits. Ce n'est pas encore le business plan ou bien l'étude de faisabilité, mais ce sont des présentations, project overview. Ils ont beaucoup écrit. Mais souvent, ils ne font vraiment pas de recherche pour obtenir les conséquences, les avantages et enfin aboutir au business plan. Moi, je pense aussi que c'est la mauvaise foi et puis le manque de temps. Bon, il faut aussi comprendre que nous vivons dans un temps en Afrique où la pauvreté a touché vraiment son seuil. Je vous dis la vérité parce que il y a quelques mois, j'ai été en Afrique, au Congo. J'ai dit à un ministre que pour financer ce projet, il faut un business plan, comme ça nous on va trouver un financement. Ce ministre me pose la question, ah monsieur, vous ne pouvez pas faire ça pour nous. Je lui dis, monsieur, je suis désolé parce que vous avez des collaborateurs qui sont payés pour ça. Et c'est comme si moi je suis un médecin, vous me demandez de trouver une solution à votre maladie et vous me demandez aussi d'évaluer ce que vous avez. Mais non, c'est à vous de me dire ce que vous avez, comme ça moi je vais trouver une solution. Donc c'est ça, moi je pense que le manque, c'est par manque de volonté en Afrique et manque de temps qu'il y a manque de business plan. Aujourd'hui, je ne vous mens pas, le pays qui fait souvent des business plans auprès du gouvernement ou bien des grandes sociétés, ce sont les Tunisiens. Ils ont des bureaux d'études et ce sont des bureaux d'études tunisiens qui font presque tous les projets. Tous les projets. Et comme je disais ici, un business plan pour un projet, ça coûte pas moins de 25 000 €. J'ai un ami en Angola qui a un hôtel. Cet hôtel-là, qui est à, je crois, 100 mètres de l'ambassade des États-Unis, de l'ambassade de la France. Et il veut maintenant vendre cet hôtel-là. On lui demande un business plan. Il dit qu'il n'a pas ça. Mais il y a quelqu'un qui veut, il y a un hôtel, un hôtelier, un groupe hôtelier Accor, qui veut d'abord non seulement acheter cet hôtel,
mais qui veut améliorer cet hôtel, réfectionner et donner un nom comme Radisson. Et pendant 10 ans, l'hôtel va fonctionner au nom de Radisson, mais on lui dit, donne-nous un business plan, comme ça, le financeur va se décider. Il n'a pas de business plan. C'est ça le problème. Il n'a pas 25 000 $, mais c'est un groupe tunisien et espagnol qui se sont donnés. Parce que avoir un hôtel à quelques mètres des ambassades des États-Unis ou de la France, c'est la sécurité. Moi, je crois, on tend vers la fin. Si les gens ont des questions, ils peuvent poser. Sinon, nous aurons encore un exposé prochainement avec un exemple concret. Oui, moi je crois que la prochaine fois, si vous vous accordez, on va réaliser ensemble. J'ai 2 projets qu'on va ensemble réaliser. Et c'est un projet, ce que moi je propose que nous, on va chercher à n'importe quel pays d'Afrique pour réaliser ça. Parce que partout en Afrique, on peut réaliser le même prototype du projet si nos idées se concordent. On va choisir 2 projets. On va, nous tous, on va commencer par l'identification. On va vraiment suivre la ligne, comment faire pour obtenir le financement. Et ensuite, on va écrire, et je crois même qu'avec les données techniques et financières dans la confection, pour la confection d'un business plan, on va faire ça nous-mêmes et on va faire en sorte qu'on peut donner ça dans un bureau d'études. Si on cotise 50 €, chacun de nous 10 €, 10 €, on peut obtenir gain de cause pour la confection d'un business plan, c'est-à-dire on donne ce que nous on a écrit par un bureau d'études pour nous donner l'avis favorable. Ça coûte 45 €. Et ce n'est pas encore un business plan. Et lorsqu'on voit qu'on a un avis favorable, on peut nous-mêmes faire une analyse de ce business plan pour faire valoriser ça, ou bien même pour faire accréditer ça à qui des droits. Ouais, c'est une bonne idée. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce que M. Donali vient de dire? Pour moi, je voulais juste ajouter à propos de ce que M. Donali vient de parler concernant les 50 € pour faire l'étude de business plan. Ça, ce n'est pas un problème. J'avais une question à poser à M. Donali. Une toute petite question. Selon ce qu'il venait de répondre, vous me suivez, je crois. Je vous suis, je vous suis. Selon ce qu'il avait parlé bien avant, il a dit que les business plans sont faits par les ingénieurs, par les bureaux d'ingénieurs ou bien par les ingénieurs. Je crois qu'il avait dit ça. Souvent, les business plans sont faits par les bureaux d'études. Les bureaux d'études, quels sont ces bureaux d'études? Parce que peut-être j'avais mal capté. J'ai entendu que c'est par le bureau des ingénieurs. Non, dans un bureau d'études, souvent, il y a des ingénieurs qui sont là. Et il y a aussi, par exemple, ça dépend du bureau d'études. Par exemple, dans un bureau d'études, pour un projet à caractère environnemental, il faut qu'il y ait des environnementalistes. Bon, dans les environnementalistes, il n'y a pas tellement des ingénieurs dans le sens de l'environnement. Il y a aussi des commerciaux. Et souvent, pour évaluer ou bien effectuer un business plan du domaine commercial, on n'a pas besoin d'un ingénieur commercial. Mais quelqu'un qui est habilité à faire ce travail commercial peut aussi le faire. Mais souvent, les bureaux d'études sont, dans les bureaux d'études, on voit souvent les ingénieurs qui font ce travail. Par exemple, le grand problème dans un bureau d'études, c'est le problème technique. Parce qu'il y a le technique, administratif, et puis il y a le financier.
Mais les problèmes administratifs sont souvent liés aux problèmes financiers, puisque c'est comme dans un appel d'offres. Il y a le technique et le finance. Et souvent, à ce que je sache, nous avons souvent en Afrique affaire avec des ingénieurs ou bien des bureaux d'études qui viennent de la Tunisie. Parce qu'il faut le reconnaître, ce sont eux qui gagnent beaucoup de marchés et ils se sont intéressés sur ce domaine. Et ils ont aussi fait un bon nom sur la confection des business plans. C'est pour cela, lorsqu'il y a un appel d'offres dans n'importe quel projet, vous lisez Jeune Afrique, on vous dit, si vous ne pouvez pas, tel bureau d'études peut confectionner pour vous un business plan. Et si vous regardez bien sur la liste, souvent, ce sont les bureaux d'études des pays Maghreb. Bien entendu. Et je voulais aussi, ma toute dernière, est-ce qu'un financier peut aussi faire un business plan? Un financier peut aussi faire son business plan. Mais les financiers, qu'est-ce qu'ils font? Les financiers, ils voient si les demandeurs ont de l'argent. Est-ce que les demandeurs peuvent courir des risques comme lui? Parce que les financiers, ils ont aussi leur bureau d'études. Ils disent souvent, je vous donne un exemple, ils disent souvent, moi je suis, cette histoire-là de l'hôtel, je suis moi aussi impliqué parce que nous avons reçu un mandat pour trouver, je vous donne, vous savez, il y a un hôtel en face de Sosacom à Kinshasa. C'était un hôtel qui appartenait au groupe, comment on appelle? En face de Sosacom? Non, en face de Sosacom. C'est appartenait d'abord, le terrain appartenait aux enfants, aux fils de Mobutu. Quelle famille? Okay. Quelle famille? Famille Mobutu. Non, pas famille Mobutu. Famille, comment on appelle ça? J'ai le nom. OK. Moleka, famille Moleka. Famille Moleka, c'est nouveau. Voilà. Nouveau. Alors, ce terrain-là, en principe, ils voulaient faire une banque à l'époque, non, un hôtel. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, il y a un hôtel qui s'est intéressé, un groupe saoudien qui s'est intéressé à cet hôtel. On leur demande, voilà, nous, on a besoin d'un business plan. C'est pour leur intérêt. Il ne manque pas 25 000. Mais pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi les financiers ne veulent pas financer le 25 000? Parce qu'ils veulent voir quelle est la bonne volonté du nouveau propriétaire, c'est-à-dire de leurs clients. Et souvent, les gens ne veulent pas payer le business plan. Ils veulent que le financier paye le tout. Or, moi, si j'étais un fils de Moleka, j'aurais dû m'entendre avec un bureau d'études. Je dis, écoutez, vous faites cette étude, je m'arrange avec le financeur, écoutez, financez ce projet, mais enlevez cet argent dans l'argent que vous mettez dans cet hôtel. Alors, souvent quoi? Les gens ont peur, si je dis ça au financeur, peut-être ils doivent croire que je n'ai pas d'argent. Mais oui, vous n'avez pas d'argent. Demandez carrément au financeur de financer le tout et trancher à l'argent qui sera dû, qui sera payé pour le projet. Mais c'est difficile pour un financier. Souvent, il voit aussi la personne que je vais emprunter de l'argent. Est-ce que cette personne est capable de rembourser? Si cette personne manque même, n'a pas encore étudié le projet. Parce qu'un financier doit être sûr de son argent. Si un financier sait que je veux financer mon argent, je veux financer ce projet, mais en fin de compte, je vais gagner quoi? S'il voit que les risques sont énormes, il ne va pas financer, bien que le projet soit bancable. Satisfait. Merci beaucoup, monsieur Donali. C'est moi qui vous remercie et je crois que la prochaine fois,
nous tous, on va concevoir un projet. On va choisir dans quel pays on peut réaliser ça. Et on va commencer vraiment à l'identification jusqu'à la réalisation. On peut se rencontrer la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, nous avons un événement. Sûr. Pas possible, après le 5. Après le 5. Ouais. Nous allons d'abord nous rencontrer avec notre groupe pour déterminer quand. De quoi on va se rencontrer avec Kabamba et les autres pour déterminer quand est-ce qu'on peut en faire ça. Et puis on va vous informer pour voir votre emploi de temps. Merci beaucoup. Mais je voulais aussi vous annoncer que j'étais hier en conférence à Düsseldorf sur un projet, mais je crois que si possible, on peut faire ça avec vous. On était avec, je crois, plus de 30 personnes, les Africains. Ouais. Mais je vais juste vous donner, je crois que M. Masaki dit vous avez le thème, c'est l'Afrique. Essayez d'entrer dans vos bibliothèques, trouvez un peu combien de livres il y a dans nos bibliothèques sur votre pays. Vous allez voir que les livres que nous avons, nous voyons, nous rencontrons dans nos bibliothèques, il n'y a que les livres des pays Maghreb, les livres du Kenya et de l'Afrique du Sud. Oui, ça, je vis. Mais nous, en Afrique, nous avons appris l'histoire de l'Allemagne, de l'Italie, de partout, de tout le monde. Mais entrez, essayez un peu d'aller dans des bibliothèques et la prochaine fois, on aura une conférence. Vous allez comprendre le pourquoi. Ouais. Ah, donc, si je comprends bien, il y a un problème spécifique qui fait en sorte que, en dehors du pays de Maghreb, qu'il y ait d'autres, et puis qu'il n'y ait pas d'autres États africains, par exemple. Vous savez, nous avons fait un constat ici à Mülheim. Moi, on va faire ça ensemble. J'ai une liste de quiz de questions. On a donné aux professeurs de géographie et d'histoire. On était dans une bibliothèque. Moi, j'habite à Mülheim. J'ai donné 20 questions. Et aucun des professeurs n'avait répondu aux questions. Si vous écrivez par exemple où se trouve Tombouctou et vous mettez par exemple Bamako, vous dites c'est la capitale du Nigeria ou bien du Japon, ou bien, mais personne ne va vous dire que c'est la capitale du Mali. Mais ce sont des professeurs de géographie. Mais allez en Afrique, demandez à un Africain où se trouve Rome. Il va directement vous dire que c'est en Italie. Moi, j'ai fait cette expérience ici à Mülheim sur 20. J'ai des journaux. Vous allez voir qu'aucun des professeurs n'a réussi. C'est-à-dire ils n'ont pas besoin de connaître nos pays. Ils veulent seulement connaître les pays là où leurs intérêts se trouvent. Vous voyez pourquoi le Maghreb, l'Afrique du Nord, pourquoi le Kenya? C'est là où ils vont en tourisme. Ils vont là-bas peut-être pour les vacances. Et puis, pour les vacances, mais pas chez nous. Dans d'autres pays d'Afrique, ils n'y vont pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Donali. Je vous souhaite une très bonne soirée. Oui. Et la prochaine fois. Okay. Merci beaucoup. À vous autant. Merci. C'est à vous qu'on doit remercier. Oh, c'est moi qui vous remercie pour le temps. Merci beaucoup. Ok, merci, au revoir. Merci beaucoup. Il est avec vous. Monsieur Daron, c'est pas demain, alors. Hein? C'est pas demain. Ça, Bamba, on se voit demain. Il est parti. Ok, bon. À demain, alors.